On ne te blesse pas là où tu es fort, on te blesse là où tu as supplié intérieurement d'être reconnu. C'est cela que presque personne n'accepte de regarder. Tu crois souffrir parce qu'un autre t'a quitté, humilié, trahi, ignoré, remplacé ou jugé. Tu crois que la douleur vient de son geste, de sa froideur, de sa lâcheté, de sa cruauté. Mais le geste n'est souvent que la surface. La vraie blessure commence plus bas, à l'endroit exact où tu avais confié à quelqu'un d'autre le droit de décider ce que tu valais. Là où tu as laissé une présence extérieure devenir juge de ton existence. Là où tu as transformé un regard, une réponse, une affection, une place sociale ou une promesse en preuve nécessaire de ta propre réalité. Machiavel n'aurait pas été surpris par cette faiblesse. Il n'écrivait pas pour les âmes qui espèrent que le monde deviendra juste. Il écrivait pour ceux qui avaient compris que la justice n'arrive presque jamais à temps. Sa pensée ne commence pas dans la morale, mais dans l'observation froide des rapports de force. Elle regarde l'homme non tel qu'il se raconte dans ses discours, mais tel qu'il agit quand il sent qu'il peut obtenir quelque chose. Cette différence est brutale. Elle suffit parfois à détruire toute une éducation sentimentale. On t'a appris à croire que la sincérité appelle la sincérité, que la loyauté appelle la loyauté, que la vulnérabilité offerte avec pureté sera respectée parce qu'elle est pure. C'est une fiction élégante. Et plus tu y crois, plus tu saignes proprement. Il existe une erreur que les êtres sensibles commettent presque toujours. Ils croient que leur douleur prouve la profondeur de leur amour. Ils la portent comme une noblesse secrète, comme si souffrir longtemps signifiait aimer mieux. Mais la douleur prolongée n'est pas toujours une preuve d'amour. Elle est parfois la preuve d'une souveraineté perdue. Elle indique que quelqu'un, quelque part, possède encore une clé que tu aurais dû garder. Le monde ne respecte pas automatiquement ce qui est tendre. Il teste ce qui est exposé. Il appuie sur les points qui réagissent. Il revient là où il sent que tu trembles. Et c'est ici que commence la première loi. Celui qui détient ce que tu as peur de perdre détient déjà une partie de toi. On peut appeler cela la loi de l'asymétrie émotionnelle. Dans tout conflit, le plus vulnérable n'est pas toujours celui qui aime le plus, mais celui qui a le plus à perdre psychologiquement. Tant que la perte d'une personne, d'un poste, d'une image, d'une appartenance ou d'une approbation te paraît insupportable, tu ne dialogues pas. Tu négocies depuis une captivité invisible. Tu peux croire que tu choisis tes mots, que tu poses des limites, que tu attends une explication. En réalité, tu parles depuis une forteresse dont l'ennemi connaît déjà la porte secrète. Il lui suffit de suggérer l'abandon, le rejet, la honte ou l'exclusion pour voir ton calme se fissurer. Le reste n'est que théâtre. Machiavel savait que le pouvoir ne consiste pas seulement à posséder des armes. Il consiste surtout à identifier ce que l'autre ne peut pas supporter de perdre. Une cité tombe rarement parce que ses murs sont faibles. Elle tombe parce que quelqu'un à l'intérieur ouvre les portes pour sauver ce qu'il aime, ce qu'il craint, ce qu'il croit indispensable. Dans la vie intime, cette mécanique ne change presque pas. Le partenaire qui menace de partir, le supérieur qui laisse planer le risque de disgrâce, l'ami toxique qui retire soudain son affection, la famille qui distribue le silence comme une punition, tous utilisent la même structure. Ils ne te dominent pas d'abord par leur force. Ils te dominent par la valeur excessive que tu as placée entre leurs mains. Il faut ici comprendre une chose inconfortable, être attaché n'est pas le problème. Le problème commence lorsque l'attachement devient juridiction. Aimer quelqu'un n'est pas lui donner le droit de gouverner ton centre. Désirer une place n'est pas lui permettre de décider si tu existes. Vouloir être respecté n'est pas offrir ton système nerveux en otage au premier signe de mépris. L'être humain confond souvent profondeur et dépendance. Il croit que ce qui le bouleverse prouve que c'est important. Mais parfois, ce qui te bouleverse ne révèle pas la grandeur de l'objet perdu. Cela révèle seulement l'ampleur de la souveraineté que tu avais déplacée hors de toi. Regarde alors la scène avec une lucidité presque militaire. Quelqu'un te dit « Je peux partir ». Quelqu'un te dit « Je peux te remplacer ». Quelqu'un te fait sentir « Je peux retirer mon estime ». Si ton corps panique, si ton esprit se précipite, si ta dignité commence à négocier pour éviter l'effondrement, alors l'autre sait déjà qu'il possède un levier. Il n'a pas besoin de te vaincre. Il lui suffit de menacer la chose à laquelle tu t'es identifié. Le lien devient corde. L'amour devient bouton de commande. Le regard devient tribunal. Et toi, qui pensais être libre parce que tu aimais sincèrement, tu découvres que ta sincérité, sans architecture intérieure, peut devenir une ouverture dans la muraille.
La première discipline consiste donc à retirer au monde le plaisir de ta panique. Cela ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie faire avant l'autre ce qu'il comptait utiliser contre toi. Tu dois mentalement traverser la perte avant qu'elle soit brandie comme menace. Non pour t'abîmer. Non pour devenir cynique. Mais pour cesser d'être gouverné par l'imagination de ta propre destruction. Visualise la relation terminée. Visualise la réputation qui se défait. Visualise le poste perdu, le message jamais reçu, le silence définitif, le visage qui ne revient pas. Non comme une superstition morbide, mais comme un exercice de souveraineté. Ce que tu as déjà regardé en face cesse d'être une ombre manipulable. La plupart des gens refusent cet exercice parce qu'il ressemble à une trahison de leur espoir. Ils croient que s'imaginer survivre à la perte revient à aimer moins. C'est encore une confusion sentimentale. Celui qui ne peut survivre à la perte n'aime pas nécessairement plus. Il dépend davantage. Il ne protège pas l'autre. Il se livre à lui. Or un amour qui exige ta capitulation intérieure finit par ressembler à une prise d'otage décorée de tendresse. Accepter intérieurement la possibilité de la perte ne détruit pas la profondeur d'un lien. Cela détruit seulement son pouvoir de chantage. Après cela, tu peux encore aimer. Mais tu n'es plus agenouillé devant la menace. Il y a, dans cette acceptation, une froideur qui effraie les manipulateurs. Ils attendent la supplication, la justification, la course après eux, la phrase trop longue, le tremblement dans la voix, la tentative de réparation immédiate. Ils s'attendent à ce que la peur fasse le travail à leur place. Mais si la menace tombe dans un silence déjà préparé, quelque chose se renverse. Ils découvrent que le levier ne fonctionne plus. Leur départ ne devient pas ton exécution. Leur mépris ne devient pas ton verdict. Leur distance ne devient pas ton effacement. Ce n'est pas que rien ne te touche. C'est que rien ne reçoit automatiquement l'autorisation de te gouverner. C'est la première fracture avec l'ancien toi. Tu dois apprendre à perdre en pensée ce que les autres utilisent pour te tenir. La relation. Le rôle. L'image. Le besoin d'être compris. Le désir d'être choisi. Tant que tu protèges ces choses comme si elles étaient ton âme, n'importe qui peut les encercler. Mais lorsque tu peux dire intérieurement, même cela, je peux le perdre et rester debout, alors le rapport de force change de nature. L'autre n'a plus devant lui une demande affamée. Il rencontre une présence qui a déjà visité ses propres ruines et qui en est revenue sans demander permission. La deuxième discipline est plus subtile, et peut-être plus dangereuse pour l'ego. Elle concerne la persona. Machiavel savait que l'apparence n'est jamais un simple mensonge. Elle est une technologie de survie. Celui qui expose son centre dans chaque pièce où il entre confond authenticité et imprudence. Il arrive avec son âme nue dans des lieux qui n'ont jamais promis de la respecter. Le bureau, la famille toxique, les cercles sociaux, les conversations où chacun cherche une faille, ce ne sont pas des sanctuaires. Ce sont des scènes. Et sur une scène, celui qui oublie qu'il joue un rôle se fait dévorer par ceux qui ont compris le théâtre avant lui. On répète souvent cette phrase attribuée à l'esprit machiavélien. Chacun voit ce que tu parais être, peu éprouve ce que tu es. Elle est presque toujours mal comprise. On y voit une invitation à la duplicité grossière, au mensonge, à la manipulation. Mais il y a une lecture plus sévère, plus utile, plus intime. Ne laisse pas le monde toucher directement ce qui doit rester souverain. Ne livre pas ton âme entière à des passants affectifs. Ne donne pas ta part la plus vivante à ceux qui n'ont même pas prouvé qu'ils sauraient se taire devant elle. La transparence totale n'est pas toujours une vertu. Parfois, c'est une absence de frontières déguisée en pureté. Il faut donc séparer deux instances. Le souverain et l'avatar. Le souverain est ce qui, en toi, ne doit pas être jeté dans le bruit. Il contient tes désirs profonds, tes peurs véritables, ton amour sans masque, ta créativité, ta mémoire, ton espérance la moins présentable. Il ne se montre pas à n'importe qui. Il ne répond pas à toutes les provocations. Il ne s'avance pas chaque fois qu'un inconnu, un collègue, un parent ou un adversaire réclame une réaction. Le souverain demeure dans la citadelle intérieure. Non par mépris du monde. Par respect pour ce qui ne doit pas être profané par des mains distraites. L'avatar, lui, est l'interface. Il va au travail. Il répond aux messages secs. Il s'assoit à la table familiale où les anciennes blessures attendent leur moment. Il traverse les réunions, les regards, les remarques, les tentatives de déstabilisation. Il est poli, précis,
calme, parfois légèrement distant. Il n'explique pas plus que nécessaire. Il ne mendie pas d'être bien interprété. Il ne s'empresse pas de corriger chaque malentendu. Il sait que beaucoup de gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent une ouverture. Alors l'avatar offre une surface, non un accès. Cette distinction change la nature de l'insulte. Si quelqu'un attaque ce que tu as exposé comme ton vrai centre, tu saignes immédiatement. Mais si quelqu'un attaque l'avatar, tu peux observer. L'attaque frappe une forme, une fonction, une présence extérieurement disponible, mais non le sanctuaire. On dira, tu es froid. Tu n'es pas assez sincère. Tu as changé. Tu te crois supérieur. L'avatar peut entendre cela sans ouvrir les portes. Il n'a pas besoin de prouver que le souverain est bon. Il n'a pas besoin de supplier qu'on voie sa profondeur. Il sait que certaines personnes utilisent l'accusation comme une clé. Il ne leur donne pas la serrure. L'ego déteste cette discipline. L'ego veut se précipiter. Il veut dire, tu ne me connais pas. Il veut rétablir la justice immédiatement. Il veut que l'autre reconnaisse son erreur, retire sa phrase, voit enfin la complexité de ce qui l'a blessé. L'ego confond être compris avec être sauvé. C'est pourquoi il trahit souvent la citadelle. Il ouvre les portes pour corriger une perception. Il sacrifie le silence pour obtenir une validation. Il préfère perdre sa paix plutôt que laisser quelqu'un penser quelque chose de faux. Voilà l'une des formes les plus ordinaires de l'esclavage moderne, être incapable de supporter une mauvaise version de soi dans l'esprit d'autrui. Mais le souverain n'a pas besoin d'être présent dans tous les récits. Il accepte d'être mal vu par ceux qui n'ont pas accès à lui. Il accepte que l'avatar soit jugé, simplifié, mal compris, sous-estimé. Cette acceptation n'est pas faiblesse. Elle est économie d'énergie. Le monde gaspille une quantité immense de force à corriger des perceptions qui ne changeraient rien à sa liberté réelle. Il se bat dans les couloirs de l'opinion pendant que sa citadelle reste sans gardien. Le pouvoir commence parfois par une phrase intérieure très simple. Je n'ai pas besoin d'être connu ici. Cette phrase produit une solitude particulière. Elle retire la consolation immédiate de la justification. Elle empêche de se répandre. Elle interdit de transformer chaque attaque en procès public. Mais elle donne quelque chose de plus rare, une continuité intérieure. Tu n'es plus déplacé par chaque regard. Tu n'es plus convoqué par chaque provocation. Tu n'es plus obligé de prouver que tu es bon, profond, loyal, intelligent, blessé ou innocent. Tu laisses l'avatar prendre les coups que le monde croyait porter à ton âme. Et pendant ce temps, le souverain regarde, intact, depuis une distance que personne ne peut franchir sans y être invité. Il faut comprendre que cette séparation n'est pas une dissociation pathologique. Elle est une hiérarchie. Tout ne mérite pas le même degré de présence. Toute pièce n'est pas un lieu de vérité. Toute personne n'a pas droit à la même version de toi. L'authenticité sans discernement devient une offrande à des consciences qui n'ont pas la délicatesse nécessaire pour la recevoir. Machiavel ne demande pas de devenir faux. Il demande de cesser d'être accessible au mauvais niveau. La vérité n'est pas diminuée parce qu'elle est gardée. Parfois, elle ne survit que parce qu'elle n'a pas été distribuée. La troisième discipline concerne l'espoir, et elle est la plus offensante pour les âmes éduquées dans la douceur. On a fait de l'espoir une vertu universelle. On t'a dit d'espérer le meilleur, de croire au changement, de voir le bien derrière les comportements les plus répétés, d'attendre que la patience transforme ceux qui te blessent. Mais dans les rapports humains, l'espoir peut devenir une machine à prolonger la douleur. Il ne te maintient pas toujours vivant. Il te maintient parfois disponible pour la prochaine déception. Tu souffres souvent non parce que l'autre change brusquement, mais parce qu'il reste exactement lui-même alors que tu avais construit une version de lui où tu pourrais enfin respirer. La douleur vient de la collision entre l'être réel et l'être espéré. À chaque nouvelle preuve, tu ne pleures pas seulement ce qu'il a fait. Tu pleures l'effondrement de ce que tu avais besoin qu'il devienne. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent te blesser 100 fois avec le même geste. Ce n'est pas leur intelligence qui se renouvelle. C'est ton espoir qui leur rend chaque fois l'arme. Observer les êtres tels qu'ils sont est l'un des gestes les plus cruels et les plus libérateurs de la pensée machiavélienne. Cruel, parce qu'il retire la poésie que nous déposons sur ceux que nous voulons sauver. Libérateur, parce qu'il met fin à l'attente. Une personne qui ment régulièrement ne devient pas mystérieuse à chaque mensonge. Une personne qui méprise tes limites ne t'oblige pas à refaire une enquête complète sur son âme.
Une personne qui ne s'excuse jamais n'est pas en train d'attendre la bonne phrase pour comprendre. À un certain point, continuer d'espérer n'est plus de la bonté. C'est une collaboration avec ta propre usure. Il ne s'agit pas de pessimisme. Le pessimisme est encore une humeur. Il s'agit d'une observation tactique. Dire, voilà ce que cette personne fait quand elle a le choix. Voilà comment elle répond à la limite. Voilà comment elle agit quand elle n'a rien à gagner à être correcte. Voilà ce qu'elle répète lorsque les conséquences sont faibles. Cette manière de voir ne condamne pas en criant. Elle classe. Elle retire l'illusion. Elle cesse d'attendre de la pluie qu'elle devienne soleil parce que notre cœur a froid. Elle prend un parapluie, ou elle quitte le lieu. Lorsque tu regardes les comportements destructeurs comme des phénomènes réguliers plutôt que comme des accidents affectifs, tu récupères une énergie immense. Tu ne passes plus des nuits à reformuler une explication parfaite. Tu ne prépares plus ton plaidoyer devant un tribunal qui n'existe que dans ton manque. Tu ne confonds plus clarté et répétition. Tu vois le mécanisme, et cette vision suffit. Il y a la déviation attendue. Il y a la culpabilisation habituelle. Il y a la victimisation qui arrive toujours après la limite. Il y a le charme qui revient lorsque tu t'éloignes. Ce n'est plus une tragédie. C'est une météo psychologique. Cette transformation est froide seulement pour ceux qui confondent lucidité et cruauté. En réalité, elle met fin à une violence plus lente, celle de l'espérance appliquée à ce qui s'est déjà révélé. L'espoir devient noble lorsqu'il nourrit une possibilité réelle. Il devient toxique lorsqu'il sert à nier une répétition. La conscience adulte doit savoir distinguer les deux. Sinon, elle reste prisonnière d'une image. Elle souffre devant la réalité non parce que la réalité est nouvelle, mais parce qu'elle continue à trahir une fiction que l'on refuse d'enterrer. Enterrer cette fiction est douloureux. Il y a une perte dans le fait d'admettre. Cette personne ne deviendra pas celle que j'attends. Ce milieu ne me donnera pas la reconnaissance que j'espère. Cette famille ne parlera peut-être jamais la langue dont mon âme avait besoin. Ce lien ne contient pas la réparation que j'y ai projetée. Mais cette perte est propre. Elle coupe. Elle ne pourrit pas. L'autre douleur, celle de l'attente prolongée, est plus molle, plus chronique, plus humiliante. Elle t'oblige à rester disponible devant une porte qui ne s'ouvre que pour te rappeler qu'elle peut encore se fermer. Quand l'espoir stratégique meurt, l'action devient plus simple. Tu n'as plus besoin de haïr. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus besoin d'obtenir un aveu. Tu n'as même plus besoin de comprendre jusqu'au fond pourquoi l'autre est ainsi. Cette obsession de comprendre peut elle aussi devenir une cage. Parfois, comprendre davantage ne libère pas. Cela donne seulement aux liens toxiques une nouvelle sophistication. La vraie rupture intérieure commence lorsque tu peux dire « je vois assez ». Et ce « assez » est une forme de pouvoir. C'est ici que la pensée machiavélienne devient presque silencieuse. Elle ne demande pas de faire de grands discours sur la dignité. Elle demande de modifier les conditions du rapport. Si quelqu'un n'a de prise sur toi que parce que tu espères encore, alors c'est l'espoir qu'il faut retirer. Si quelqu'un te blesse parce que tu lui apportes ton souverain au lieu de ton avatar, alors c'est l'accès qu'il faut réduire. Si quelqu'un te contrôle parce que tu crains la perte, alors c'est la perte qu'il faut traverser mentalement avant qu'elle soit utilisée comme menace. Tout le reste n'est que décoration émotionnelle autour d'une architecture de dépendance. Et peut-être que cette première partie de la forteresse suffit déjà à troubler quelque chose en toi. Non parce qu'elle t'apprend une technique, mais parce qu'elle accuse une vérité que tu connais depuis longtemps. Beaucoup de ta douleur ne venait pas de l'intensité des autres, mais de l'autorité que tu leur avais donnée. Tu n'étais pas seulement sensible. Tu étais exposé. Tu n'étais pas seulement loyal. Tu étais attaché à l'idée que ta loyauté finirait par produire justice. Tu n'étais pas seulement blessé. Tu étais encore en train de demander à ceux qui t'avaient atteint de te rendre intact. La suite exige une autre forme de courage. Car retirer l'espoir, protéger le souverain et accepter la perte ne suffisent pas si ton corps continue à réagir à chaque attaque comme si le monde entier venait de s'effondrer. Il faut maintenant descendre dans la mécanique du déclenchement. Dans cette seconde où une phrase atteint la poitrine. Dans cette chaleur qui monte. Dans ce besoin de répondre, de te défendre, de restaurer l'image. C'est là, dans ce fragment presque imperceptible, que la plupart des êtres perdent leur empire intérieur. Il y a un instant précis où tu perds le pouvoir, et cet instant arrive avant même que tu répondes. Une phrase tombe. Un regard se durcit.
Quelqu'un te coupe, te réduit, te provoque, te parle avec cette petite violence calculée qui ne laisse pas de traces visibles. Et déjà ton corps a choisi pour toi. La poitrine se contracte. La gorge se ferme. L'esprit cherche la réplique qui remettra les choses à leur place. Tu crois entrer dans une conversation. En réalité, tu viens d'entrer dans le rythme de l'autre. Celui qui te fait réagir t'a déjà déplacé. Il n'a pas encore gagné, mais il a imposé la cadence. C'est là que beaucoup confondent force et agitation. Ils croient se défendre parce qu'ils parlent plus fort, parce qu'ils argumentent mieux, parce qu'ils prouvent, corrigent, expliquent. Mais toute défense précipitée contient une confession. Quelque chose en toi a été atteint. L'autre le sent. Même s'il perd le débat, il a touché le centre. Et parfois, cela lui suffit. La puissance froide commence lorsque tu refuses d'offrir cette preuve. Non par rigidité, par économie. Une insulte n'est d'abord qu'un mouvement d'air. Une accusation n'est qu'une phrase qui cherche un corps où s'incarner. Elle ne devient blessure que lorsque tu l'accueilles comme verdict. Cela ne signifie pas que les mots sont inoffensifs. Cela signifie qu'ils ont besoin de ta collaboration intérieure pour devenir souverains. Sans cette collaboration, ils restent dehors. Bruyants, peut-être. Mais dehors. Machiavel aurait reconnu cette mécanique sans émotion. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui s'indigne le plus vite, mais à celui qui peut regarder l'indignation comme un phénomène extérieur. La colère peut sembler noble lorsqu'elle surgit. Elle donne l'impression d'être vivant, d'être juste, d'être enfin debout. Pourtant, dans un rapport de force, la colère révèle souvent la position du subalterne. Celui qui réagit montre où il est attaché. Celui qui observe oblige l'autre à porter seul le poids de sa violence. Il faut apprendre cette immobilité intérieure. Quelqu'un attaque ton caractère, ridiculise ton choix, déforme ton intention, te prête une bassesse qui ne t'appartient pas. L'ancien réflexe veut se jeter dans l'arène. Il veut corriger. Il veut que la vérité soit reconnue immédiatement. Mais la vérité qui a besoin d'un adversaire pour respirer n'est pas encore libre. Parfois, la réponse la plus dure n'est pas une phrase. C'est le refus tranquille de participer à la scène. Regarde l'attaque comme on regarde un mécanisme. Non avec mépris spectaculaire, mais avec une curiosité presque clinique. Pourquoi cette personne a-t-elle besoin que tu descendes à son niveau de tension? Pourquoi cette phrase cherche-t-elle une réaction plus qu'une réponse? Pourquoi l'insulte réclame-t-elle ton visage, ton souffle, ton tremblement? Il y a là une chose simple et humiliante pour l'agresseur. Beaucoup de violences verbales ne sont que des invitations à partager un désordre intérieur. Quelqu'un brûle et te tend une partie de son feu. Tu n'es pas obligé de le prendre. Cette abstention crée un vide. Et ce vide est insupportable pour ceux qui vivent de provoquer. Ils lancent une phrase pour produire un effet. Si l'effet ne vient pas, la phrase leur revient. Elle n'a trouvé aucune chair où se loger. Elle reste suspendue entre vous, soudain visible, presque honteuse. Le silence devient alors un miroir. Non un silence de peur, mais un silence de non-consentement. Tu ne refuses pas seulement de répondre. Tu refuses d'être utilisé comme surface de décharge. C'est ici qu'apparaît une forme plus avancée de maîtrise, l'accord stratégique. La plupart des conflits dépendent d'une corde. L'autre tire en t'accusant. Tu tires en te défendant. Il dit, tu es égoïste. Tu réponds, non, regarde tout ce que j'ai fait. Il dit, tu es froid. Tu réponds, non, tu ne comprends pas ce que je ressens. Et la corde se tend. Chacun croit combattre pour la vérité, mais l'énergie vitale disparaît dans l'attraction. La scène n'avance pas. Elle se nourrit. Que se passe-t-il si tu lâches la corde? Plus encore, que se passe-t-il si tu avances dans la direction de l'accusation jusqu'à la vider de son pouvoir? Tu es égoïste. Oui, probablement plus que tu ne l'imagines. Je protège ma paix avec une attention qui te dérange. Tu es froid. Peut-être. Certaines températures empêchent la confusion de pourrir. Tu es arrogant. Il le faut parfois, quand la modestie devient une permission donnée aux autres pour marcher sur toi. Ce n'est pas de l'autodérision. Ce n'est pas une confession. C'est une confiscation de l'arme. L'attaque fonctionne parce qu'elle suppose que tu as encore besoin d'être innocent dans l'esprit de celui qui t'accuse. Dès que ce besoin disparaît, l'accusation tombe dans le vide. L'autre voulait te forcer à restaurer ton image. Tu refuses. Il voulait te voir supplier d'être bien interprété.
Tu ne demandes plus. Il voulait tenir ton identité par le col. Tu quittes le vêtement. Il y a une liberté presque scandaleuse dans le fait de ne plus exiger d'être le personnage juste dans l'histoire des autres. Beaucoup de gens restent prisonniers parce qu'ils veulent être compris par ceux qui tirent bénéfice de les mal comprendre. Ils réclament une audience équitable à un tribunal truqué. Ils reviennent expliquer, nuancer, contextualiser, adoucir. Ils appellent cela communication. Mais parfois, ce n'est qu'une dépendance raffinée à l'approbation. L'accord stratégique coupe cette dépendance. Il dit, même si ton accusation était vraie, elle ne te donnerait aucun pouvoir sur moi. Même si j'étais aussi froid, aussi distant, aussi intéressé, aussi dur que tu le prétends, je ne te remettrai pas pour autant les clés de mon centre. Tu peux me nommer comme tu veux. Ton vocabulaire ne devient pas ma prison. Ce déplacement est violent pour celui qui attaque, parce qu'il découvre que son jugement n'est pas une loi. C'était seulement une tentative. Mais cette liberté a un prix. Elle isole. Elle retire le plaisir d'être reconnu par tous. Elle rend impossible certaines formes de chaleur facile. Tu ne peux pas devenir intouchable et rester entièrement disponible à chaque perception extérieure. Il faudra accepter que certains ne rencontrent jamais que ton avatar. Il faudra accepter d'être simplifié, mal lu, parfois accusé d'avoir perdu ton humanité, alors que tu auras seulement cessé de livrer ton humanité au mauvais endroit. Le monde préfère les êtres lisibles. Il aime ceux dont les boutons sont visibles, ceux qu'une phrase peut faire courir, ceux qu'un silence peut punir, ceux qu'une accusation peut mettre à genoux. Une personne qui ne se défend pas comme prévu devient inquiétante. Elle échappe au scénario. Elle ne fournit plus la scène émotionnelle que les autres attendaient d'elle. Elle n'est pas invincible parce qu'elle ne sent rien. Elle devient difficile à gouverner parce qu'elle ne transforme plus chaque sensation en obéissance. Alors le choix apparaît avec une netteté presque brutale. Tu peux continuer à vivre ouvert à tous les verdicts, à dormir avec les phrases des autres dans ta tête, à rejouer des conversations que l'autre a déjà oubliées, à confondre explication et dignité. Ou tu peux choisir une douleur plus propre, celle de la discipline, du retrait, de la distance, du silence non justifié. Cette douleur est sèche. Elle ne demande pas d'être consolée. Elle construit. À mesure que cette architecture se forme, quelque chose en toi cesse de demander permission. Tu ne cours plus après chaque version déformée de ton nom. Tu ne corriges plus chaque ombre projetée sur ton visage. Tu ne tends plus ton cœur à ceux qui n'ont jamais appris à tenir autre chose qu'une arme. Tu avances avec une paix moins aimable, mais plus réelle. Une paix que le monde n'a pas offerte, et qu'il ne peut donc pas reprendre. Et peut-être que c'est cela, au fond, devenir dangereux d'une manière silencieuse, ne plus être gouverné par la blessure que les autres espéraient réveiller. Ne plus trembler devant la perte. Ne plus livrer le souverain. Ne plus espérer contre l'évidence. Ne plus défendre ton innocence devant des esprits qui avaient besoin de ta culpabilité. À partir de là, la solitude change de nature. Elle n'est plus abandon. Elle devient altitude. Il restera toujours des gens pour vouloir t'entraîner dans leur enfer intime. Ils auront leurs phrases, leurs regards, leurs petites stratégies d'humiliation, leurs procès invisibles. Qu'ils les gardent. Toute attaque cherche une maison. Tu n'es plus obligé d'en être une. Il arrive un moment où la paix cesse de ressembler à de la douceur. Elle devient une décision dure, presque étrangère à l'image que tu avais de toi-même. Tu ne cherches plus à être agréable à ceux qui confondent ton calme avec une ressource disponible. Tu ne tends plus ton intériorité à des mains qui n'ont jamais su toucher sans posséder. Tu n'attends plus qu'un être limité te donne enfin une reconnaissance assez vaste pour réparer ce qu'il n'a même pas la profondeur de voir. Quelque chose se retire. Non par haine. Par lucidité. Cette lucidité a un prix que beaucoup ne paieront jamais. Ils préféreront continuer à souffrir dans un monde familier plutôt que d'entrer dans la froide liberté de ne plus être gouvernés. Car il y a une étrange sécurité dans la dépendance. Même blessé, on sait encore qui attendre. Même humilié, on sait encore devant qui se justifier. Même abandonné, on sait encore à quelle porte revenir. La souveraineté, elle, ne promet pas cette chaleur. Elle retire les chaînes, mais elle retire aussi l'excuse que les chaînes fournissaient. À partir d'un certain seuil, tu ne pourras plus dire « ils m'ont détruit ». Tu devras dire quelque chose de plus difficile « je leur avais donné l'accès ». Cette phrase n'est pas faite pour t'accuser. Elle est faite pour te rendre dangereux à toi-même, c'est-à-dire responsable de tes portes.
Ce que tu appelles parfois sensibilité n'était peut-être qu'une citadelle sans garde. Ce que tu appelais fidélité n'était peut-être qu'une peur raffinée de perdre ta place dans l'esprit d'un autre. Ce que tu appelais amour n'était peut-être, par endroits, qu'une négociation avec l'abandon. Il ne s'agit pas de devenir cruel. La cruauté est souvent une faiblesse qui se déguise en force. Il s'agit de devenir inaccessible aux usages que les autres faisaient de ta blessure. Il s'agit de ne plus fournir ton visage à leurs projections, ton sommeil à leurs ambiguïtés, ton énergie à leur désordre. Il s'agit de comprendre que tout ce qui demande ta décomposition pour continuer d'exister n'était pas un lien, mais une occupation. Alors ton rapport au monde devient plus sobre. Tu parles moins pour être compris. Tu expliques moins pour être pardonné. Tu observes plus vite les répétitions. Tu retires plus tôt ta présence. Tu n'as plus besoin que l'autre avoue sa violence pour t'autoriser à t'en éloigner. Tu n'as plus besoin d'un verdict extérieur pour reconnaître ce que ton corps savait déjà. Tu cesses de transformer chaque douleur en procès. Certaines choses ne se plaident pas. Elles se quittent. Et c'est peut-être cela que Machiavel oblige à regarder. Derrière la dureté de son nom, la vie humaine n'est pas seulement un échange d'intentions. C'est aussi une circulation de pouvoir. Celui qui refuse de le voir devient la nourriture de ceux qui le voient très bien. La bonté sans discernement devient une monnaie que d'autres dépensent à ta place. La vulnérabilité sans frontières devient une invitation à entrer sans frapper. L'espoir sans observation devient une chambre où la même déception revient dormir. Tu peux continuer ainsi, bien sûr. Beaucoup le font. Ils vieillissent dans des conversations jamais terminées. Ils portent dans leur poitrine des phrases que personne d'autre ne se souvient d'avoir prononcées. Ils attendent encore qu'un parent, un ancien amour, un supérieur, un ami, une foule indistincte reconnaissent enfin ce qu'ils ont enduré. Ils appellent cela patience. Parfois, ce n'est que la forme lente du renoncement à soi. Mais il existe une autre possibilité. Elle n'a rien de lumineux au début. Elle ressemble plutôt à une pièce où l'on éteint les lampes inutiles une à une. Tu commences par retirer la juridiction de ceux qui ne méritaient pas de juger. Puis tu protèges le souverain derrière l'avatar. Puis tu cesses d'espérer contre l'évidence. Puis tu laisses les accusations tomber sans les porter. Puis tu découvres que le monde peut parler, menacer, se retirer, mal comprendre, condamner, et que quelque chose en toi ne se déplace plus. Ce quelque chose n'est pas de l'indifférence pure. C'est une fidélité plus haute que la réaction. Tu peux encore aimer, mais sans tendre la gorge au couteau. Tu peux encore écouter, mais sans remettre ton centre dans la bouche de l'autre. Tu peux encore être doux, mais d'une douceur gardée, choisie, souveraine, non d'une douceur qui espère être épargnée parce qu'elle est douce. La différence est immense. L'une demande protection. L'autre impose distance. À ce stade, certains diront que tu es devenu froid. Laisse-les dire. Ils nomment froid ce qui ne leur obéit plus. Ils nomment arrogance ce qui ne se justifie plus. Ils nomment égoïsme ce qui a cessé de saigner à leur demande. Le langage des autres révèle souvent moins ce que tu es que ce qu'ils ont perdu sur toi. Ne réponds pas trop vite. Ne corrige pas tout. Ne transforme pas chaque incompréhension en mission. Celui qui garde son empire n'envoie pas l'armée pour chaque poussière sur la frontière. La dernière liberté est peut-être la plus silencieuse, ne plus avoir besoin d'être innocent dans toutes les histoires. Accepter que certaines personnes aient besoin de te réduire pour ne pas voir ce qu'elles ont fait. Accepter que certains récits ne seront jamais réparés. Accepter que l'image de toi circule parfois sans ton autorisation, déformée, incomplète, injuste. Et rester intact malgré cela. Non parce que l'injustice ne compte pas, mais parce que ton existence ne peut plus dépendre de la correction de toutes les injustices mineures du regard humain. C'est ici que la forteresse devient réelle. Non lorsqu'elle te coupe du monde, mais lorsqu'elle empêche le monde d'entrer sans passer par une porte. Tu n'es plus une maison ouverte au premier bruit. Tu n'es plus un tribunal permanent où chacun vient déposer son accusation. Tu n'es plus une main tendue vers ceux qui confondent tendresse et disponibilité. Tu deviens un lieu avec des seuils. Et toute personne qui ne respecte pas les seuils révèle simplement qu'elle n'avait jamais respecté le lieu. Il restera de la douleur. Il faut le dire sans mensonge. La maîtrise ne supprime pas la sensation. Elle lui retire le commandement. Tu sentiras encore certaines pertes. Certains silences auront encore un poids. Certains souvenirs reviendront frapper à l'intérieur avec une précision ancienne.
Mais ils ne décideront plus de ta conduite. Ils ne te feront plus courir vers ceux qui t'ont appris à courir. Ils ne transformeront plus ton manque en obéissance. La blessure pourra parler. Elle ne régnera plus. Alors quelque chose de presque inquiétant apparaîtra dans ton calme. Les autres sentiront qu'ils ne savent plus exactement comment t'atteindre. Les anciennes méthodes produiront moins d'effet. Le retrait ne te fera plus supplier. L'accusation ne te fera plus plaider. Le mépris ne te fera plus te réduire. La menace ne te fera plus offrir davantage. Ce n'est pas que tu seras devenu invulnérable. C'est que tu auras cessé de participer à ta propre vulnérabilité. Voilà le point que peu acceptent. Personne ne peut régner longtemps sur une conscience qui ne collabore plus. On peut la blesser. On peut l'isoler. On peut la diffamer. On peut la perdre. Mais on ne peut plus l'administrer de l'intérieur. Et c'est peut-être cela, la seule victoire qui mérite ce nom. Non pas être aimé par tous, non pas être compris, non pas être sauvé de toute douleur, mais devenir enfin difficile à posséder. Si quelque chose en toi se tait maintenant, ne le remplis pas trop vite. Ce silence n'est peut-être pas un vide. C'est peut-être l'endroit où l'ancien réflexe vient de mourir sans bruit. Reste là un instant. Regarde ce que tu appelais amour, loyauté, espoir, sensibilité. Regarde ce qui, parmi ces noms nobles, servait parfois de porte ouverte à ta propre capture. Et si une part de toi comprend déjà, alors il n'y a rien à ajouter. La forteresse n'a pas besoin d'être annoncée. Elle commence au moment exact où tu cesses d'ouvrir.